Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali sera mis en place pour apaiser la situation sécuritaire dans cette zone. L'annonce a été faite le 24 mai 2019 lors du Conseil des ministres, mais sans plus de précision. Alors, qu'est-ce que ce cadre pourra changer? Nos invités du Grand Dialogue de ce soir sont Mamadou Konaté, analyste formateur au Collège sahélien de sécurité, directeur général du bureau d'études et de conseil d'ONCO, Mamadou Diouara, sociologue, directeur général du cabinet Gaïa, et Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bienvenue à ce grand dialogue. Le grand dialogue. Alors, un cadre politique de gestion de la crise au centre est annoncé lors d'un conseil de ministres. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure déjà, Diora? Merci beaucoup. Je pense que ce cadre peut être une belle opportunité, comme ça peut être un cadre de plus. Tout dépend du contenu qu'on y met et du sérieux par lequel on le met en application. Pourquoi? Parce que nous avons, par rapport à la question sécuritaire, particulièrement dans le centre, une panoplie de mesures existantes. On a d'abord le plan stratégique de la sécurité intérieure, qui est porté par le ministère de la Sécurité, assorti d'un plan opérationnel. On a le PSIRC, donc le programme pour la sécurisation intégrée des régions du centre, qui implique quand même plusieurs départements dans la mise en œuvre. On a la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, portée par le ministère des Affaires religieuses et du culte, mais qui implique 14 départements ministériels. Et aux côtés de ça, on a également l'opération Dambé, portée par le ministère de la Défense. C'est tout un ensemble de mesures qui sont prises, qui allient mesures sécuritaires et mesures de développement. Mais le gros défi qui se pose, c'est la capacité de mise en cohérence et de coordination de tout ça. Il y a un certain nombre de facteurs qui nous font croire qu'il est possible, si une bonne prise en charge était faite, que ce cadre permette finalement de nous amener vers quelques résultats. C'est que, ce cadre est rattaché directement au Premier ministre, qui a la hauteur nécessaire du point de vue managériel pour assurer la mise en cohérence et coordination de toutes les mesures des différents départements. Parce que pour ce qui concerne la politique de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, elle est portée par le ministère du culte, qui n'est pas un ministère dédié aux questions de défense. Et on sait que les questions de défense sont des questions vraiment extrêmement importantes. Donc, ça va être difficile pour un tel ministère de mobiliser, par exemple, la défense, la sécurité et d'autres ministères clés. Il y a également le coût financier indispensable, parce que l'État a une part de contribution dans toutes ces mesures avant la contribution des partenaires. Donc, il y a la nécessité de mobiliser les fonds. Puisque le Premier ministre est à la fois le ministre de l'économie et des finances, les enjeux sont posés au bon endroit. Et donc, je pense qu'il a tous les moyens pour mobiliser les ressources nécessaires pour que les choses puissent aller dans la bonne direction. Et le Premier ministre a également la hauteur nécessaire pour mobiliser le ministre des Affaires étrangères dans le cadre d'une diplomatie intelligente pour permettre de répondre à ces différents défis. Maintenant, il y a aussi des risques extrêmement importants. Et on va y revenir tout de suite. Mamadou Konaté, quel est votre point de vue sur cette annonce de la mise en place de ce cadre de gestion? Ce cadre de gestion pousse à m'interroger de la même manière que mon collègue sur son impact par rapport au programme déjà existant sur la question. Je ne pense pas que ce soit très approprié de rajouter un programme différentiel au plan de sécurisation intégrée des régions du centre, donc qui est consacré vraiment à cette région et qui est multidimensionnel, qui a aussi un aspect politique, un aspect économique et social. Donc, quels que soient les tenants de ce nouveau cadre, j'aurais souhaité, j'aurais voulu qu'il soit dilué ou il soit greffé au plan de sécurisation. Et rien n'interdit d'actualiser ce plan. Par exemple, de revoir le comité de coordination qui se réunit autour du ministre de la Sécurité, l'élargir au ministre des Affaires étrangères et puis au ministre des Réformes institutionnelles, et puis d'intégrer les éléments nouveaux
qui favorise mieux le dialogue intercommunautaire dans ce plan. Je ne pense pas que avoir un plan supplémentaire va nous aider à être efficace, parce qu'il y a aussi ça va rajouter au défi de coordination aussi de tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on a assez de problèmes à gérer. Nous avons déjà assez de dépenses sous la main. Tout ça, ça a un coût. Donc il faut rationaliser tout cela. Je pense qu'on ne gagne pas à multiplier les cadres de ce genre. Je pense qu'il faut plutôt rationaliser les cadres qui existent. Il faut l'améliorer. Tout est perfectible. Ça permet aussi à ceux qui sont déjà sur le terrain de se sentir renforcés et puis impliqués à un autre niveau de la question. D'accord. Baba Dakono, est-ce que vous pensez que la mise en place de ce cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali est une nécessité aujourd'hui? Oui, en fait, pas une nécessité, mais c'est un point important, c'est une évolution importante dans la gestion de la crise sécuritaire dans le centre du pays. Et je crois que M. Konaté et Touara sont revenus sur le caractère multidimensionnel de la crise au centre. Donc ce caractère multidimensionnel de la crise impose une gestion tout aussi multidimensionnelle. On a vu la tentative ou ce qu'on a essayé de faire avec le plan de sécurisation intégré des régions du centre. Et à la différence que ce cadre n'est pas un programme ou un plan. C'est juste un outil qui permettrait justement, en quelque sorte, de relever le défi de la coordination entre tous ces programmes et tous ces initiatives qui existent en faveur du règlement de la crise au centre du pays. Et encore, parce qu'on sait que l'un des défis dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sécurisation intégrée des régions du centre, c'est justement la coordination, mais également la capacité pour le ministère de la Sécurité de fédérer toutes les actions des politiques sectorielles en faveur de ce plan. Et quand on voit le plan de sécurisation intégrée des régions du centre, il est certes multidimensionnel, mais il n'a évolué que sur un seul plan, pratiquement le plan le plan sécuritaire. Et à l'évaluation, on vous dira on a construit tel nombre de postes de sécurité, tel nombre d'effectifs d'agents sécuritaires ont été redéployés ou déployés dans telle localité. Donc, finalement, on a l'impression que la dimension sécuritaire du plan a beaucoup plus avancé que les autres dimensions, parce que les autres dimensions dépendaient beaucoup plus des départements sectoriels, à l'exemple de l'éducation, de la santé, qui n'ont pas pu avancer au même niveau que la dimension sécuritaire qui, elle, est gérée par le ministre de la Sécurité. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un programme supplémentaire, mais il s'agit d'un cadre qui pourra justement permettre, un cadre politique qui, on l'espère, est placé à un niveau supérieur, donc au niveau de la primature, qui pourra permettre de mobiliser plus facilement les départements sectoriels. Le second élément par rapport à ce que peut avoir ce cadre en termes d'impact, c'est qu'il va aller, ce qu'on a compris, au-delà des seuls acteurs institutionnels étatiques. Donc ce ne sera pas seulement les départements, il y aura aussi la possibilité d'intégrer des personnes ressources, notamment celles issues de la région de Mopti et qu'on voit au chapitre dans certains débats. Donc finalement, on aura un cadre qui sera composé d'acteurs venus d'horizons divers. Donc on aura un cadre multidimensionnel à la hauteur du défi multidimensionnel auquel les acteurs sont confrontés dans le cadre de la crise du centre du pays. D'accord. Écoutons ce point de Studio Tamani sur l'annonce de la mise en place de ce cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali. Cette initiative présentée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sera organisée autour du Premier ministre. Le reste de l'équipe sera constitué de 9 ministres. Il s'agit des affaires sociales, de la justice, de la défense, de la sécurité, de l'administration territoriale, des affaires étrangères, de la cohésion sociale, des affaires religieuses et du budget. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'objectif principal de cette nouvelle mesure est de combiner les approches politiques et militaires, ce qui devrait permettre
toujours selon ce document, de ramener la paix dans les régions du centre d'une manière durable. Cette nouvelle mesure intervient après plusieurs autres, dont le dernier est le plan de sécurité intégré des régions du centre qui est mis en œuvre depuis 2018. Ces plans visent le renforcement du dispositif sécuritaire dans les régions de Ségou et Mopti. Cependant, ces différentes mesures ont du mal à apaiser les tensions communautaires et les attaques terroristes dans ces zones. Selon la mission des Nations Unies au Mali et la MINUSMA, de janvier à avril 2019, plus de 400 personnes ont été tuées suite à l'insécurité dans les régions du centre. Voilà, vous venez de l'écouter. Alors, qu'est-ce que ce cadre va pouvoir changer dans cette situation sécuritaire selon vous? Écoutez, je voudrais d'abord réagir à l'intervention de mon cadet Boadakono. Le PSIRC n'est pas que sécuritaire. Je pense qu'il l'a souligné aussi. Et je remarque dans votre numéro de tout à l'heure, les journalistes mettaient l'accent sur les caractères sécuritaires. Mais il y a aussi la composante gouvernance. Et composante gouvernance, c'est la composante politique. C'est là où Il a précisé que ça va combiner des approches politiques et militaires. Très bien, bon, peut-être ça a dû m'échapper. Donc, il y a la composante gouvernance et la composante politique. Et c'est à ce niveau que moi, je verrais mieux ce cadre politique. On aurait pu l'intégrer quelque part ici, au niveau de la composante gouvernance. Puisqu'on a vu après le bilan, comme Dacon le disait, que ça n'a évolué que sur le plan sécuritaire, raison de plus de faire en sorte que sur les autres plans, ça évolue de même, ça puisse aller de l'avant de même. Ce que je crains, c'est que... Mais est-ce que le nom déjà donné à ce truc, c'est cadre politique de gestion de la crise, oui, est-ce que ça vous rassure? Non, déjà? ça me rassure. Enfin, ça me rassure un peu. Bon, écoutez, c'est toujours plaisant d'avoir des intitulés comme cela qui annoncent des dialogues ou un plus grand dialogue entre les acteurs. De ce point de vue, c'est plaisant, mais quand vous regardez le fond de la chose, et puis qu'on se projette dans l'avenir, ça devient de moins en moins plaisant, parce qu'on est de plus en plus conscient des défis qui nous attendent. Moi, c'est ce que je regarde. Ces cadres-là, et bien sûr, va avoir des coûts. Ces cadres-là va probablement impliquer, il a dit, d'autres acteurs qui vont intervenir dans le même secteur, dans lesquels il y a d'autres acteurs sur le terrain impliqués. Comment ces différentes équipes vont être coordonnées entre elles, les populations elles-mêmes, comment elles sauront à quel moment il faut parler à quel cadre, toutes ces questions vont se poser. Et il peut y avoir un risque de chevauchement, un risque de friction entre ces différents cadres. Moi, je ne suis pas vraiment pour une multiplicité de cadres de gestion par rapport à un même problème. Ça m'a démarré. Donc vous pensez que ça va être un cadre de plus? Voilà, il faut éviter que ce soit un cadre de plus. Enfin, je crains que ce ne soit un cadre de plus. Pour moi, il y a déjà un cadre qui est là pour adresser un problème. Si l'on a une autre idée par rapport à la gestion du même problème, il faudrait réviser le cadre existentiel. C'est ça la logique, à mon avis. Il ne faut pas, à côté du cadre qui existe déjà, créer un autre cadre parallèle. Et donc ça veut dire qu'on ne sait pas suffisamment ce qu'on veut ou ce qu'on veut faire. Parce que si le cadre existant n'est pas bon, il faut le changer. C'est aussi simple que ça. Le remplacer par un autre ou bien l'améliorer. Donc en améliorant toute cette question de coordination politique, aurait pu être versée au niveau du comité de coordination, autour du ministre de la Sécurité. Il faut rappeler que déjà à ce niveau-là, il y avait plusieurs ministères impliqués. Il y avait le ministère de l'administration, il y avait déjà le ministère de réforme, il y avait aussi le ministère il y avait plusieurs autres ministères, de la décentralisation, absolument, et qui s'est réunis autour du ministre de la Sécurité et des ministres de la Défense, des représentants du ministère de la Défense. Donc, déjà, il y avait ce cadre de coordination embryonnaire, entre guillemets. Bon, ce qu'on fait avec ce nouveau cadre, c'est juste l'élargir. Alors, pourquoi en faire un cadre à part? Je m'interroge sur l'efficacité, la rationalité de ce choix. D'en faire un cadre. Diora, est-ce que vous voyez de ce cadre un cadre à part ou un cadre qui vient appuyer les autres qui existent déjà? Encore une fois, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse dire exactement ce que ça va être, mais on peut dire ce que ça peut être. Et ce que ça peut être le meilleur comme ça peut être le pire. Dans le cadre, si on part pour le postulat du meilleur, de mon point de vue,
je comprends tout à fait la logique que mon cher Konaté vient de développer. Effectivement, multiplier les cadres pour un même problème peut s'avérer, en tout cas peut traduire une certaine non-maîtrise de ce qu'on veut faire. Mais dans ce cas présent, de mon point de vue, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement du PCIRC qu'il faut maîtriser. Comme je dis, le problème il est multidimensionnel. On a la crise au centre. La crise au centre, c'est d'abord aujourd'hui le problème du terrorisme. C'est ensuite le problème de la cohésion sociale qui est manifesté par le conflit intercommunautaire. C'est aussi le problème de, qu'on appelle ça, on va dire, de développement en tant que tel, de gouvernance, parce que tout ceci trouve leur sens dedans. Donc, il y a les problèmes de gouvernance, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le problème de la défense, carrément, qui se pose. Donc, il y a plusieurs questions. Et quand on regarde, par rapport à chacune de ces questions, il y a presque un programme qui existe. Il y a le programme pour en fait, la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, qui est une politique élaborée et qui doit être mise en œuvre dans toutes les régions du Mali. N'est-ce pas? Oui. Mais particulièrement dans les régions du centre qui constituent l'épicentre du problème aujourd'hui. On est d'accord? Il y a, pour les questions de défense, l'opération Dambé, que l'armée avait engagée, qui avait même constitué un heurt avec la CMA dans le cadre de l'accord, qui décriait le fait que l'armée est en train de violer l'accord en envoyant unilatéralement des positions militaires dans le nord, contrairement aux dispositions de l'accord qui parlent des redéploiements progressifs des forces armées reconstituées. Donc là, il y a un problème politique à régler, à gérer, n'est-ce pas? Mais qui rentre en cohérence parce que c'est la combinaison entre les positions sécuritaires envoyées dans le cadre du PCIRC et les positions de défense envoyées dans le cadre de l'opération Dambé qui ont permis de repousser les terroristes de la plupart des localités, des collectivités de la région de Ségou pour les confiner dans la forêt de Ouagadougou. Et cette mesure a permis le redéploiement de l'administration dans plus de la moitié des 29 sous-préfectures qui étaient vacantes dans les régions de Ségou et de Mopti. Donc pour moi, et pourtant il faut comprendre également que le volet développement du PCIRC qui a eu du mal à démarrer, a du mal à démarrer parce que tant que l'État n'est pas là, le développement par l'État ne peut pas se faire. Et pour que l'État soit là, il faut que les conditions sécuritaires permettent à l'administration d'être présente. Et les représentants de l'État, qui sont les préfets et les sous-préfets, c'est eux qui permettent, n'est-ce pas, la matérialisation des structures des services sociaux de base, donc, éducation, santé, ainsi de suite. C'est autour de ces préfets et sous-préfets que tout ceci s'organise. Et tant que ceux-ci ne sont pas là, même certains maires ne peuvent pas être présents. En tout cas, même s'ils sont présents dans la localité, ils ne peuvent pas faire fonctionner correctement leur collectivité. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, du coup, la dimension sécuritaire était nécessairement le premier volet qui devrait évoluer dans sa première phase, qui est une sécurisation primaire, c'est-à-dire que dégager des localités, les acteurs hostiles pour permettre aux acteurs positifs d'être présents. Maintenant, ensuite, l'autre volet de la sécurité, c'est de créer une cohérence absolue entre les prestataires du service de sécurité, les gouvernants de la sécurité et les bénéficiaires de la sécurité qui sont les populations. Ceci ne peut pas venir tant qu'un niveau de confiance n'est pas établi. Et ce niveau de confiance vient à travers quoi? L'effectivité des services sociaux de base, la relance de la relation de coopération entre les populations et les représentants de l'État dans toutes leurs dimensions et l'établissement d'un cadre de coopération civilo-militaire effectif qui permettrait à la confiance de revenir pour que dans cette alliance stratégique, on arrive à circonscrire la circulation de l'information pour anticiper sur les entreprises hostiles des acteurs externes. Et ce travail est un travail extrêmement important. Il faut comprendre également que dans le cadre du PCIRC, comme je l'ai dit, il y a ces dispositions. Dans le cadre de la politique nationale de l'extrémisme violent, il y a ces dispositions. Dans le cadre également de l'opération Dambé, il y a ces dispositions. Ce cadre qui vient d'être créé est un cadre de management, de high management, quoi, en fait, en un mot, de la crise. Parce qu'on a constaté que, nonobstant l'existence de tous ces cadres-là, on a eu quand même Ogosagou, après Djoura, et ensuite, on est parti vers Guiré. Mais entre eux, on a eu tout un ensemble d'autres choses. Donc, il y a quelque part une défaillance en termes de coordination. Donc, maintenant, moi, je dis que les défis sont de multiples ordres. Il y a le défi du management, c'est-à-dire du management de l'action gouvernementale. Et ce défi du management se pose à plusieurs niveaux. Quand on prend, par exemple, pour le PCIRC, c'est le ministre de la Sécurité qui est en charge du PCIRC. Mais on sait que par rapport à la question qui se pose, les questions de développement ne sont pas tout à fait sous sa maîtrise. Il y a d'autres départements qui sont à mobiliser. Et
la question de la politique nationale d'extrémisme violent, c'est le ministère du culte qui est chargé de coordonner. Ce ministère du culte a un rôle prééminent puisqu'il s'agit d'une question de terrorisme affilié à un fondamentalisme religieux musulman. Ça peut se comprendre. Mais au-delà de ça, sur les questions régaliennes de défense, il est faible face à des ministères comme la défense, comme la sécurité, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si on crée un cadre de gestion qui est piloté par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est à la fois ministre de l'économie et des finances, il a quand même 2 casquettes qui lui permettent d'avoir la hauteur nécessaire pour mobiliser tout le monde autour de ça. Donc, si on arrive à faire un travail cohérent comme ça, c'est bon. Mais la condition de la réussite, ce n'est pas simplement qu'entre eux, ministres, dans le gouvernement, que ça marche. Non. Comme Baba l'a dit tout à l'heure, c'est de réussir à mobiliser les acteurs civils et les acteurs économiques. Parce que la défense, c'est 3 dimensions. La dimension militaire, la dimension civile et la dimension économique. Si un de ces pieds n'est pas là, le trépied n'est pas au complet. Donc l'équilibre n'est pas trouvé. Donc il faut réussir à mobiliser les acteurs économiques, les acteurs civils. Pourquoi? Parce que sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des acteurs économiques locaux se voient contraints, puisque l'État n'est pas là pour les protéger, de composer avec les acteurs de l'entreprise de la violence pour continuer à survivre économiquement. Il faut donc, comme défi, savoir qu'on a le devoir de ramener tous ces acteurs du bon côté. D'accord, en créant des alternatives. Et donc, c'est autant de défis. Baba Dakono, alors, Diawara vient de le rappeler tout de suite, malgré tous ces cadres qui existent, il y a eu quand même Ogosagou et d'autres cas qui ont été signalés. Alors, qu'est-ce que ce cadre pourra changer concrètement? Sans aller dans le fond de ce que ce cadre pourrait changer concrètement, je crois que je vais revenir sur quelques éléments qui ont été rappelés par Diawara. C'est qu'est-ce que ce cadre peut changer. Et c'est vrai, et c'est aussi l'une des grandes déceptions qu'il faut éviter, c'est de présenter les solutions comme des sortes de panacées qui vont mettre fin tout de suite au problème. C'est difficile. Et on a vu le centre du Mali, l'insécurité s'est ancrée dans les dynamiques locales. Et il va être difficile de venir à bout de cette insécurité dans un temps record. Donc, dans tous les cas, les solutions envisagées pour avoir un effet vont prendre du temps dans la mise en œuvre. Et le nexus sécurité-développement, même si théoriquement il est très facile à élaborer, pratiquement c'est très difficile dans la mise en œuvre, mais on est tous d'accord de l'indispensable nécessité d'aller vers ce nexus sécurité-développement. Donc pour revenir à ce que ce plan peut changer, et en rappelant les éléments qui ont été mis en avant par Diawara, c'est l'ancrage institutionnel de ce cadre à la différence des autres. Et encore une fois, et là je fais le clin d'œil à mon aîné Konaté, c'est que là c'est un cadre, c'est différent d'un plan ou d'un programme. C'est juste un niveau où les acteurs se retrouvent pour peut-être discuter, planifier et évaluer les activités qui sont mises en œuvre dans le cadre du CIF, donc du plan de sécurisation intégrée, mais dans le cadre des autres initiatives qui existent en faveur de la gestion de la crise au sein du pays. Et ce qui est important, et à mon sens, qui permet de tirer les leçons des échecs du plan de sécurisation, c'est l'ancrage institutionnel de ce cadre. C'est qu'il est rattaché à la primature, et cet ancrage institutionnel permettra donc de gérer les difficultés de coordination sectorielle. Comme on l'a vu, le plan de sécurisation intégré a beaucoup souffert de la mobilisation des départements sectoriels et c'est pourquoi je disais à donner l'impression en fait d'avancer que sur les domaines sécuritaires parce que les secteurs de l'éducation, de la santé ont continué à suivre leur programmation sans tenir compte du plan de sécurisation qui voulait privilégier plutôt les régions du centre dans le cadre de la reconstruction d'écoles, de redéploiement national et beaucoup d'autres domaines et de reconstruction de centres de santé communautaires. Ensuite, l'autre difficulté qui pourrait être contournée par l'ancrage institutionnel, c'est la mobilisation des ressources, qu'elles soient financières ou humaines. C'est la primature, c'est plus facile de faire l'arbitrage budgétaire sur la programmation de ces activités. Donc, en gros, l'ancrage institutionnel permet à plusieurs niveaux de tirer les leçons des échecs du plan de sécurisation intégré et permet d'avoir une approche plus globale dans la gestion de la crise du centre et peut-être renvoyer le message aux acteurs aujourd'hui qui estiment que
la crise au centre, en réalité, est une crise négligée et fait partie des préoccupations gouvernementales. Mais encore une fois, que ce soit ce cadre, que ce soit le plan de sécurisation intégré des régions du centre, la tendance dans le pays, et c'est là où je rejoins Konaté, est que très souvent, on remplace les problèmes par des solutions qu'elles-mêmes constitueraient des problèmes dans la mise en œuvre. C'est que de penser en termes de prise en compte de ce qui n'a pas marché pour les autres, c'est-à-dire le plan il est bon, mais après, quand on va se mettre dans une disposition administrative où finalement le fonctionnement de ce cadre va poser beaucoup plus de problèmes et on va oublier la crise pour laquelle le cadre a été mis en place. Donc c'est l'un des plus gros risques et il est réel. Alors, l'une des choses les plus sollicitées par les observateurs, analystes et même les autorités aujourd'hui, c'est la collaboration entre forces de défense, de sécurité et la population. Alors, l'implication, le défi de l'implication des populations, des acteurs locaux dans ce cadre, est-ce que ça pourra être relevé, Konaté? C'est possible. En fait, le facteur inconnu, c'est qu'on ne connaît pas exactement le fond de ce cadre, le contenu de ce cadre. Il n'y a pas assez de précision qui ont été données. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé assez de précision sur le contenu. Donc, c'est hasardeux de donner des affirmations voilà, là-dessus. Ça peut être... Mais ce cadre, sans l'implication des populations locales surtout, est-ce qu'il pourrait atteindre ses objectifs? Je ne pense pas qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et le risque de redondance sera toujours là. Cadre politique, le comité de coordination autour du ministre de la Sécurité concernant la mise en œuvre du plan de sécurisation intégrée, il va y avoir beaucoup de redondances entre ces cadres-là. Excusez-moi de reposer la question. Oui, je reviens à l'implication de la population. Non, pas les populations cette fois, c'est toujours concernant cette redondance que vous signalez. Est-ce que vous voyez en ce cadre un problème ou une solution? Moi, je pense que ça peut facilement rajouter au problème, beaucoup plus facilement rajouter au problème qu'aux solutions. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est d'abord la redondance, le risque des redondances. Il y a déjà un cadre politique. C'est-à-dire que c'est juste une question de dénomination, c'est tout. Au lieu qu'on l'appelle cadre politique, c'est appelé, je sais pas, comité de coordination, machin, c'est réuni autour du ministre de la Sécurité. C'est un cadre politique. Je suis désolé, c'est un cadre politique. Voilà. Maintenant, ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu juste réformer ces cadres politiques. On aurait pu les renommer comité de pilotage, les rattacher au Premier ministre et confier au ministre de la Sécurité un secrétaire exécutif. C'est possible de faire ça. Et puis c'est bon, la réforme est faite. Donc tout ce que le ministre avait à faire comme coordination politique, implication de la population, va remonter au niveau du Premier ministre. Mais il va se charger de ce côté-là. Donc le ministre va se focaliser uniquement sur l'exécution. Ça, on aurait pu le faire sans créer un autre cadre politique. Parce que ce qui va être dit dans ce nouveau cadre politique, je suis désolé, va beaucoup être répété dans le comité de coordination, à moins qu'ils décident de le supprimer. Parce que c'est les mêmes acteurs, apparemment, qui vont se retrouver des deux côtés. Donc il y a un vrai risque de redondance, donc de gaspillage de temps, tout simplement, et de nos ressources. Et deuxième élément, l'implication de la population. J'allais revenir là-dessus. C'est très important. Et je pense que c'est quelque chose qui a manqué beaucoup au comité de coordination, qui existe déjà. Ça, c'est des éléments qu'on peut apporter comme amélioration aux choses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a même une phase de surveillance qui est prévue même dans le plan. Mais quelle a été la plus-value d'avoir un tel mécanisme? Si on ne parvient pas à nous dire, voilà ce qui a manqué, ce qui n'a pas marché, voilà ce que nous proposons pour que les choses s'améliorent. Donc, je ne pense pas que ce cadre a... Mais vu la peur de certaines populations qui est signalée par certains observateurs d'être vues avec les autorités ou les forces de défense et de sécurité par peur d'être attaquées par ces djihadistes, est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'impliquer les populations locales? Il n'est jamais facile dans une situation de sécurité, d'insécurité plutôt, de réussir une quelconque... coordination entre les populations. Parce que la priorité, c'est d'abord la sécurité. Et souvent, il faut des mauvais choix par rapport à ça. C'est l'instinct de survie.
Certains collaborent avec certains, pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils pensent que c'est comme cela qu'ils peuvent survivre en attendant. Donc c'est pas facile. Maintenant, il faut parler, tout va passer par le dialogue. Il faut que les femmes qui sont sur place, les autorités locales qui sont sur place. Moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un groupe de la société civile à Mopti qui appelait, je pense, au départ de certaines autorités locales à Mopti. Je ne vais pas citer de nom. Peut-être que vous avez entendu la même nouvelle. Et donc, il y a un manque de confiance aussi qu'il y a de là-bas entre les autorités locales qui ont en charge de représenter l'État, d'assurer les services publics et les populations, les usagers. Donc, toutes ces questions, il faut essayer de les résoudre. Et ça ne peut pas se résoudre sans le dialogue. Donc, il faut quelque part que les militaires, les chefs militaires prennent des risques, les chefs politiques prennent des risques. Donc, il y a des chefs de village que l'on connaît, il y a des imams que l'on connaît. Donc, il faut peut-être les inviter quelque part, il faut discuter, il faut comprendre les problèmes qu'ils vivent. Il faut, je crois, revoir même cette volonté affichée du gouvernement de désarmer à tous azimuts tous les groupes d'autodéfense dans cette région. Moi, je pense c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il faut discuter de tout ça. Il faut pas qu'il y ait un sujet tabou avec ces chefs communautaires. Mais à partir de cette discussion, de ce dialogue, on saura mieux comment on peut les impliquer dans ce cadre qui existe. Le plan de ségrégation intégré. Intégré, déjà, ça veut dire qu'on prend en compte les différents politiques, économiques, etc. Donc, on avait un cadre qui peut nous permettre de résoudre tout ça. Il a été malheureusement insuffisamment appliqué ou bien mal appliqué. Mais c'est le propre de tous les programmes. Ils connaissent des difficultés, il faut améliorer, il faut aller à l'amélioration. Et l'amélioration ne se fait pas toujours en rajoutant au cadre existant un autre cadre supplémentaire. Voilà. Vous vouliez l'évoquer au début de ce débat, les risques à éviter par rapport à ce cadre. Oui, je vais juste avant de parler des risques, rapidement toucher 2 points. Allez-y. Le premier point, c'est que je suis d'accord avec la logique qu'on a développée. Je pense que tout le monde est unanime qu'il ne sert à rien de répéter les choses ou de superposer les choses. Mais de mon point de vue, pour ce cadre spécifique, il y a une différence. Quoique, certaines de ces recommandations, de mon point de vue, sont très pertinentes. La gouvernance et la coordination dans le cadre du premier cadre de coordination de l'action du PCIRC avait pour faiblesse l'horizontalité des relations entre les acteurs gouvernementaux, c'est-à-dire entre le leader et les autres acteurs gouvernementaux. Ils étaient vraiment à un niveau d'horizontalité, c'est-à-dire qu'ils sont tous ministres. Ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, ministre de ceci, ministre de cela. Voyez-vous? Donc du coup, comme vous l'avez dit, on a bien constaté que dans la mise en œuvre, le volet sécuritaire a été plus, parce que c'est ce qui est tenu par le lead. Mais les autres volets, ça a été beaucoup plus difficile. Parce qu'une chose est de faire des réunions ensemble. Une autre est après d'engager tout un département à changer ta façon de faire pour rentrer en cohérence avec ça. Ça, c'est un autre défi du point de vue managérial et technique. Par contre, aujourd'hui, on a créé un cadre qui est l'idée par une position verticale, tout en conservant les positions horizontales antérieures. Et l'avantage de cette position verticale... Est-ce qu'il était obligatoire de créer un nouveau cadre pour... Est-ce qu'on ne pouvait pas améliorer comme le suggère Konaté? On ne peut pas dire que c'était obligatoire, mais de mon point de vue, si ça va dans ce sens, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je rappelle qu'il n'y a pas que le PCIRC. Le PCIRC est un programme qui concerne simplement les régions du... Un programme pas comme les autres. Du centre. Oui, un programme intégré. Voilà. D'accord. Intégré, ça veut dire quoi? Il a l'ambition de coordonner tous les autres programmes. Donc, ce n'est pas un programme comme les autres. C'est d'abord un programme politique. J'arrive. C'est un programme politique, je suis d'accord avec ça. Mais à côté de ce programme politique, encore une fois, il y a quand même une politique nationale de l'extrémisme vers le terrorisme qui va au-delà des régions du centre. Et le problème doit être nécessairement perçu de façon holistique. Ce qui se passe au centre ne commence pas toujours au centre et ne finit pas toujours au centre. Et ça implique d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans la compétence territoriale du PCIRC. Et donc, de mon point de vue, créer ce cadre-là pour la gestion auprès du Premier ministre, on ne peut pas dire que c'est totalement anodin. Par contre, il y a des risques.
Il y a des risques, et là, je le rejoins sur un certain nombre de points. Le premier, c'est de conserver dans leur état actuel les autres cadres existants. Parce qu'en ce moment, on va créer des poches budgétaires supplémentaires en un moment où on a besoin de réduire les dépenses de l'État et de les affiner au maximum pour être efficaces. Ça, c'est un premier élément de risque. Et il y a un deuxième élément de risque aussi qui est là. C'est que le Premier ministre est quand même à la tête de la coordination de toute l'action gouvernementale et des défis, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Il y en a vraiment énormément. Le fait que ce travail se ramène auprès du Premier ministre, ça dénote de l'intérêt que le gouvernement accorde à la question, mais est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur l'efficacité du Premier ministre même à gérer toutes les autres questions? Ça, c'est un autre élément. L'autre élément qu'il y a, c'est que, pour revenir à la question que tu avais posée tout à l'heure, est-ce que ce cadre, sans la coopération des populations, peut réussir? Justement, sans la coopération des populations, ce cadre ne peut pas réussir. Mais quand on parle de la coopération des populations, il faut le voir à deux niveaux. Un, il faut que le cadre, lui, s'ouvre à des acteurs civils. Et quand je dis des acteurs civils, c'est les légitimités locales, c'est la société civile, mais il faut qu'il s'ouvre aussi à des acteurs économiques au niveau local. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que toute la dynamique locale est mue par une économie réelle. Cette économie est tenue par des acteurs. Ces acteurs sont confrontés à la réalité quotidienne de l'insécurité. Et ils sont amenés, comme il l'a dit, comme Konaté l'a dit, à opérer des choix. Souvent, ils sont contraints à faire un certain nombre de choix qui ne sont pas forcément catholiques. Toutefois, il faut que pour les mobiliser du bon côté, il faut les créer des alternatives. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour qu'ils puissent subsister et s'épanouir tout en se prémunissant contre le danger, n'est-ce pas, des acteurs nocifs. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne coordination au niveau de la mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes pour que rapidement, dans toutes les collectivités, on arrive à installer les démembrements de l'État, les représentants de l'État, qu'il y ait des positions sécuritaires et des positions militaires. Maintenant, parce que tant qu'ils ne sont pas là, on ne peut pas coopérer avec eux. C'est-à-dire que tant que les représentants de l'État ne sont pas là, les populations ne peuvent pas coopérer. Tu peux même demander, moi, d'être au milieu des terroristes, où toi, tu n'as pas le courage de venir, et tu me demandes, moi, d'avoir le courage, voilà, de les faire face et de te donner les informations, ou bien de m'abstenir de composer avec eux, alors que je suis condamné à rester sur place. Donc, la priorité doit être que ce cadre permette d'accélérer le redéploiement de l'État dans l'ensemble des collectivités du centre, par les sous-préfets, les préfets et les forces de sécurité et de défense. Ça, c'est extrêmement important. Mais une fois qu'on a fait ça, on doit engager qu'on appelle ça les légitimités locales pour créer un pont. Parce que les populations, moi j'ai parcouru le centre à plusieurs reprises, j'ai traité la question dans la région de Mopti, il y a des possibilités qui sont là. Moi je ne peux pas, en tant que citoyen, aller à la gendarmerie pour dénoncer quelqu'un parce que je crains qu'un gendarme me dévoile ou bien que quelqu'un d'autre dise, bon, je l'ai vu rentrer à la gendarmerie, c'est lui qui vous a dénoncé. Mais j'ai la possibilité aujourd'hui d'appeler telle personne ou bien d'aller chez un chef ou bien un notable assez respecté ou une personne. Il y a des personnes relais qu'on peut identifier, vers lesquelles les gens peuvent venir dénoncer. Et ces gens se chargent de le faire porter à la connaissance des forces de sécurité pour que les mesures soient prises. Il y a des stratégies qui sont possibles pour créer le cadre de collaboration entre les civils et l'État, mais ça ne se peut pas sans que l'État n'engage un certain nombre de légitimités locales innocentes. D'accord. Baba Dakono, tout de suite, je vous donne la parole. Baba Dakono, aujourd'hui, que faut-il pour que l'objectif annoncé par les autorités de ce cadre qui est d'apaiser la situation sécuritaire puisse être atteint? Il faut beaucoup de choses, mais j'aimerais rester dans la dynamique de la discussion entamée sur la collaboration des communautés, des populations. Elle est très importante et elle est indispensable pour qu'on puisse évoluer non seulement dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sécurisation, mais de toutes les autres initiatives, qu'elles soient sécuritaires ou liées au développement dans les localités aujourd'hui qui sont problématiques d'un point de vue sécuritaire. Je crois que pour atteindre cet objectif de collaboration des populations, il faut un changement de paradigme. Parce que depuis qu'on en parle, cette collaboration, en tout cas quand on discute avec les acteurs sécuritaires et même les acteurs politiques chargés des questions sécuritaires, c'est que pour eux, la collaboration avec la population, c'est le renseignement, c'est l'échange d'informations, alors que cette collaboration doit être vue au-delà du simple
simple fait d'échange d'informations, c'est de l'implication dans le diagnostic. Donc, et encore, ce sera peut-être l'un des avantages de ce plan. En tout cas, si il est mis en œuvre tel que décrit dans l'exposé des motifs de la loi rappelé par le communiqué du Conseil des ministres, c'est que pour produire un diagnostic ou refaire le diagnostic d'un point de vue avec l'angle participatif, l'implication de personnes, de ressources. Donc, associer les communautés depuis les phases d'élaboration d'activités opérationnelles, mais également dans l'évaluation, dans la mise en œuvre et dans leur évaluation. Donc, quand je dis changement de paradigme, c'est qu'on sorte de ce point de vue de collaboration avec les communautés, avec le prisme strictement échange d'informations pour dire les communautés ne se sentent pas impliquées. Mais également, une autre dimension de la mise en œuvre de ce plan doit être le rétablissement de la confiance. C'est vrai que la collaboration, elle est désirée, mais la collaboration va connaître beaucoup de freins tant qu'il y a une méfiance d'abord au sein des communautés. Quand on y va, quand on va sur le terrain, qu'on discute avec les populations, la première des choses qu'elles vous diront, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, la méfiance, elle est très grande. Et vous avez rappelé tout à l'heure les attaques de Rossavou, où les éléments qui ressortent, c'est que c'est des acteurs peu identifiés, mais aussi le fait que les populations se rejettent au niveau des groupes armés qui sont à leur sein, la responsabilité de cette attaque les unes sur les autres. Donc, il y a un niveau de méfiance très profond qu'il faut essayer de résoudre entre les communautés, mais également le rétablissement de la confiance entre les acteurs sécuritaires qui sont au premier plan, visibles au niveau de ces localités problématiques, avec les populations. Donc voilà ce qui doit sous-tendre un peu cette volonté de collaboration avec les communautés et qui est indispensable pour la réussite des activités qui sont initiées dans le cadre de ce cadre de concertation politique, mais de toutes les autres initiatives sécuritaires qui sont en faveur du nord, du centre ou d'autres parties du pays. D'accord, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chacun. Baba Dakono, quelles sont vos recommandations aujourd'hui pour que cet objectif, vos recommandations bien sûr aux autorités, pour que cet objectif puisse être atteint? Mais ouvrir ce cadre, encore une fois, dans le communiqué, je rejoins Konaté sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité sur la composition, à part les acteurs institutionnels cités et la référence aux personnes de ressources, mais il est indispensable d'ouvrir ce cadre pour avoir un éventail de points de vue qui pourrait aider pour circonscrire un peu les défis, les contenir et enfin y faire face. À vous, Konaté, vos recommandations. Oui, mais avant les recommandations, permettez, c'est la politique nationale de prévention et de lutte contre les crimes violents qui est un programme transversal et qui doit être pris en compte par le PSIC en ce qui le concerne dans sa région, dans son champ d'intervention. D'ailleurs, pour cette raison, le ministère des Affaires religieuses doit être impliqué dans ce nouveau cadre, même devrait être impliqué dans le comité de coordination qui pilotait le ministre de la Sécurité. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que le temps est parti. Recommandations, puisque le cadre est déjà annoncé. Bon, c'est-à-dire, quand le lait est tiré, je préfère dire qu'il faut le boire. Bon, c'est déjà tiré, je ne peux plus revenir là-dessus. Mais je pense qu'ils ont le pouvoir de revoir la composition des mécanismes de coordination et de mise en œuvre du PSIC. D'accord. Pour éviter qu'il y ait tout ce que nous craignons comme redondance, etc. Et pour qu'on puisse aussi économiser un peu nos forces. D'accord. Diawara, vous l'avez tous souligné, la collaboration, l'implication des populations, elle est indispensable. Alors, quel appel avez-vous à lancer à ces populations elles-mêmes? Alors, aux populations, moi je dirais qu'il faut demeurer optimiste malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans la construction d'une certaine sécurité collective et avec l'État parce que c'est la seule alternative qui vaille. Avec les autres, c'est vous-même pas possible. optimiste par rapport à l'atteinte de cet objectif qui est d'apaiser la situation Moi, sécuritaire. je suis optimiste, mais je suis conscient en tant qu'acteur réaliste que le défi est énorme. Et pour finir, je recommande quand même l'implication du ministère chargé des relations avec la société civile dans ce cadre-là parce que c'est extrêmement important le rôle que la société civile doit jouer. Merci Mamadou Diawara, sociologue. Merci Mamadou Diawara, sociologue,
directeur général du cabinet Gaïa, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, et Mahamadou Konaté, analyste formateur au Collège sahélien de sécurité et directeur général du bureau d'études et de conseil d'Onko. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Seydou. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.